Afrique parce que j'ai vu que l'Ukraine était un peu active en Afrique et que certains pays africains, notamment, avaient coupé les liens diplomatiques avec l'Ukraine. Donc encore un autre acteur. Est-ce que ces acteurs-là aussi ont un rôle à jouer pour faire évoluer la situation? Oui, il y a eu un incident à la frontière algéro-malienne où des membres des forces armées maliennes avec comment dire, des combattants de Wagner, de la compagnie Wagner, de la compagnie russe Wagner, ont été pris dans une embuscade et puis ça a été une bataille très dure et puis ça a laissé de très nombreux cadavres sur le champ de bataille. Oh, je passe sur les détails de cette affaire, ce n'est pas le thème de la discussion aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est que après l'annonce de cette bataille et du nombre de victimes, il y a plusieurs dizaines de combattants de Wagner qui sont restés sur le carreau, si vous me passez l'expression. Et alors immédiatement, les Ukrainiens ont dit ah ben ça c'est grâce à nous parce que nous on avait des forces spéciales qui aidaient les Touaregs et puis on a donné du renseignement, etc. Donc c'est grâce à nous qu'on a pu éliminer ces. Alors du coup, le gouvernement malien a dit oui, mais alors si vous alimentez ce que les pays du sud du Sahel, enfin du sud du Sahel, oui, du sud du Sahel, Mali, Niger, etc. Eux, ils considèrent ces Touaregs ou ceux qui ont attaqué ces forces maliennes comme étant des terroristes. Donc, quand le gouvernement malien a dit ah ben, si l'Ukraine soutient des terroristes qui nous combattent, eh bien, on rompt nos relations diplomatiques avec le Mali, Mhm. avec l'Ukraine. Et là, alors que l'Ukraine s'était enorgueillie d'avoir participé à cette opération victorieuse contre les Russes, euh, à tort ou à raison, parce que je ne sais pas du tout quelle est la réalité des faits, parce que les Ukrainiens et des membres du gouvernement, enfin oui, des membres du gouvernement ukrainien ou de l'establishment ukrainien ont dit et quand le Mali a coupé ses relations diplomatiques, alors là, tout d'un coup, les Ukrainiens ont dit oh non, mais c'était pas vrai. En réalité, on n'y est pour rien du tout. On n'a rien fait là-dedans. On aime beaucoup l'Afrique, etc. Alors, d'abord, cet incident est intéressant parce que, d'abord, il montre que les Ukrainiens vous racontent tout et n'importe quoi. De nouveau, on est dans le narratif. On n'est pas dans les faits, on est dans le narratif. Je ne sais pas s'ils ont aidé, je n'en sais rien. Mais toujours est-il qu'ils affirment quelque chose et le lendemain, ils disent exactement le contraire parce qu'ils n'avaient pas mesuré les conséquences de ce qu'ils faisaient. Et donc, on voit l'importance du narratif. Dans un sens ou dans l'autre, c'est le narratif qui compte plus que les faits. Et ça illustre parfaitement la manière dont les Ukrainiens ont géré finalement leur conflit depuis 2014, en réalité, avec la Russie. Et le deuxième aspect intéressant, c'est de voir que les pays du Sud global commencent à comprendre que les Occidentaux, euh, finalement, ne servent pas les intérêts de l'Afrique. Alors déjà, le Niger, Burkina Faso, tout ça, ils ont expulsé les militaires français de leur territoire, ils ont expulsé les Allemands de leur territoire, ils ont expulsé les Américains de leur territoire. Donc on voit que les Africains commencent à réaliser que les gens viennent faire la guerre chez eux, un petit peu pour faire des cartons et se faire plaisir, plutôt que de résoudre les solutions locales. Et c'est d'ailleurs, quand vous lisez les différentes publications que j'ai faites sur la question de la guerre au Sahel, lutte contre le terrorisme, etc., notamment le livre qui est derrière moi ici, où je parle de la question de la lutte contre le terrorisme djihadiste et notamment les opérations françaises dans le Sahel, on s'aperçoit qu'effectivement, les armées occidentales, elles sont allées là-bas, en fait, plutôt pour faire des cartons qu'autre chose, parce qu'il n'y a pas de stratégie. On voit qu'il y a rigoureusement aucune stratégie de lutte contre le terrorisme. Il y a simplement l'idée que bon, plus on élimine des terroristes, moins il y en aura. Voilà, c'est aussi simple que ça. Sauf que
moi, quand je parle avec des militaires français qui ont été en opération, notamment dans l'opération Barkhane, ils me disent, ben, quand on en tue un, il y en a 10 qui viennent. Donc ça veut dire que ce n'est pas une stratégie. C'est-à-dire que c'est une stratégie comment dire, qui conduit à la défaite et pas à la... Parce que si chaque fois vous tuez un mec, il y en a, ça en motive 10 autres, alors vous êtes à l'inverse d'une stratégie qui va lutter, qui va vous aider à résoudre le problème. Et c'est effectivement comme ça que les Occidentaux sont allés dans ces pays. Ils se sont dit, nous, c'est open bar en quelque sorte. De toute façon, on est les meilleurs, on est blancs, et puis les autres, ils ont qu'à fermer leur gueule, et puis nous, on fait ce qu'on veut. Et c'est un peu comme ça qu'ils ont abordé le problème. Et c'est un peu pour cette raison, et même beaucoup pour cette raison, que ces pays ont dit maintenant stop, parce que vous créez finalement plus de problèmes que vous n'en résolvez. Parce que quand on dit qu'en tuant un terroriste, on en crée 10, eh bien finalement, c'est la population civile qui voit les 10. Du coup, vous comprenez? Et donc, en réalité, et on a vu pendant toutes les années, on peut parler de l'Afghanistan parce que c'est la même chose. Afghanistan, Irak, etc., on a tué des gens, oui, mais on n'a pas résolu le problème. Comme j'ai dit, comme je l'ai dit dans pratiquement tous mes livres dans la lutte contre le terrorisme, on tue des terroristes, mais on n'élimine pas le terrorisme. Voilà. Et c'est d'ailleurs exactement la même chose qu'on fait chez nous. Il n'y a aucune stratégie de lutte contre le terrorisme en France. Il y a la stratégie d'éliminer des terroristes, mais pas d'éliminer le terrorisme. Et c'est la raison pour laquelle il y aura toujours plus de terrorisme, parce que finalement, c'est même en réalité, si vous voulez, de nouveau, on est dans des logiques asymétriques et non pas dissymétriques, comme la plupart des gens confondent, des logiques asymétriques. Et dans la logique asymétrique, eh bien, le fait est, et c'est un fait, ce n'est pas une opinion, c'est un fait que nos forces de l'ordre créent le terrorisme. Je ne doute pas que ce n'est pas leur intention, mais c'est ce qu'ils font parce qu'ils ont les mauvaises stratégies pour aborder le problème, et donc ils le créent. C'est d'ailleurs le même phénomène qu'on trouve en Palestine, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs le sous-titre de mon livre, c'est La défaite du vainqueur. C'est-à-dire qu'Israël n'a pas de vraie stratégie de lutter contre le terrorisme, il tue des gens, c'est tout. Mais il crée en fait le terrorisme, donc il crée davantage de problèmes. C'est pour ça qu'il y a ben, c'est leur décision finalement de créer des situations d'insécurité. On pourrait, en prenant le problème différemment, je l'explique dans cet ouvrage, en prenant le problème différemment, on pourrait éliminer très rapidement le terrorisme. Le terrorisme ne tombe pas du ciel. Mais effectivement, on ne l'a pas fait comme ça. Donc, les pays du Sud aujourd'hui se méfient des Occidentaux. L'Ukraine est un exemple où tout d'un coup, ils voient que pour des raisons obscures, parce qu'il n'y a aucune raison pour que l'Ukraine s'implique dans l'Algérie, ce n'est pas du tout leur territoire. Enfin, ils n'ont jamais été présents dans cette région, etc. C'est comme quand vous avez des soldats estoniens qui vont aider à lutter contre le terrorisme au Sahel. L'Estonie n'a absolument aucun intérêt stratégique, ils s'en foutent complètement. Ils sont là pour tuer des gens, c'est tout, terminé. Il n'y a aucune autre explication possible. Ces gens ne répondent pas à un intérêt national. Ils n'ont pas du terrorisme chez eux, ils vont pour aller tuer des gens. Point barre. Donc, c'est là, le jour où on aura compris en Occident que la lutte contre le terrorisme passe par d'autres chemins que les chemins tortueux qu'il y a dans nos politiciens, nos journalistes et certains militaires, alors on aura résolu une partie du problème. Mais on n'en est pas là et pour l'instant, on crée le problème. Et les pays du Sud l'ont très bien compris, et donc ils n'ont plus aucune raison d'avoir confiance en nous. Et puis il faut voir une chose, jusqu'à maintenant, les pays du Sud n'ont pas eu le courage de s'opposer aux, aux pays occidentaux parce qu'ils n'avaient pas de champion, si vous me passez l'expression, comme on dit chez les Américains. Ils n'avaient pas de champion. Aujourd'hui, ils ont un champion, la Chine, qui est une puissance économique qui peut leur apporter sans doute plus de bienfaits que les Occidentaux ne l'ont fait durant ces 80 dernières années. Et par conséquent, ils n'ont aucun intérêt à travailler avec des gens qui, jusqu'à maintenant, ne les ont pas aidés à sortir des problèmes. Vous voyez, pour illustrer mon propos, on parle beaucoup d'immigration, et notamment en France.
l'immigration est devenue pratiquement le cheval de bataille d'à peu près tous les partis politiques à des degrés différents et avec des points de vue différents sur la question. Mais aucun parti politique n'apporte vraiment de stratégie pour lutter contre l'immigration. Or, on s'aperçoit que si on étudie le problème, le but de ce qu'on a fait durant plus de près de 80 ans, enfin un peu moins de 80 ans quand même, c'est l'aide au développement avait pour but d'amener les pays du Sud global vers un niveau de développement qui leur aurait permis de vivre normalement chez eux, d'avoir de vraies économies, d'avoir des vraies formations pour les gens, d'avoir finalement une vie, ces pays auraient pu avoir une vie autonome en quelque sorte. Or, ce n'est pas du tout ce qu'on a fait. En réalité, on a eu une aide au développement qui a été très mal dirigée, qui a été très largement gaspillée, et ça, en connaissance de cause, hein, c'est ça qui est dramatique, en toute connaissance de cause, on a un peu créé des situations où ces pays n'ont pas su ou n'ont pas pu se développer. Résultat des courses, aujourd'hui, ils viennent chercher du travail, l'espoir d'une certaine prospérité, eh bien, ils viennent la trouver chez nous. Ce qui est assez logique d'autre part. Mais l'immigration, en fait, n'est que le reflet de notre incapacité à aider les pays du tiers-monde à émerger et à créer leurs propres économies. C'est la raison pour laquelle... Pire, à mon avis, on est en partie responsable parce qu'on y amène la guerre et puis on pille les ressources. Alors ça vient en plus. Alors ça vient en plus parce qu'une grande partie de l'immigration résulte finalement des guerres qu'on a créées nous-mêmes. Hein. Aujourd'hui, les Anglais ont leurs problèmes avec toutes ces émeutes. Une grande partie de l'immigration que les gens contestent aujourd'hui, elle est venue à cause des guerres que les Anglais ont créées eux-mêmes au Moyen-Orient et puis dans le sud-est, dans le sous-continent indien ou en Asie centrale. Donc, on a tout faux sur toute la ligne. Et de manière assez symptomatique d'ailleurs, ceux qui ne sont pas considérés comme ayant participé à ce désastre, eh bien, c'est en fait tous ceux qui n'ont pas été faire des guerres comme ça, c'est les Chinois, c'est les Russes, qui n'ont pas été faire ces guerres. Aujourd'hui, ils ont tout le crédit de ne pas avoir été faire ces guerres. Toutes ces guerres qu'on a été faire étaient des guerres stupides, sans objectif, sans stratégie, et j'allais dire presque, on s'est fait plaisir à aller éliminer des gens, et on les a soutenus, hein, et c'est valable pour tous les pays. La Suisse, même chose, et je peux le démontrer. Donc, alors évidemment, elle n'a pas envoyé de troupes sur place, ça c'est vrai, ça il faut laisser quand même aux Suisses, mais à part ça, sur le plan politique, on n'a absolument rien fait de ce qu'il fallait pour empêcher tout ça, alors que probablement on aurait pu jouer un rôle, notamment grâce à notre statut. Mais bref. Donc, en réalité, aujourd'hui, alors qu'on voit l'Asie émerger, et quand je dis, il y a évidemment la Chine, mais il y a aussi l'Inde, hein, on a parlé de Modi tout à l'heure, mais l'Inde est un grand pays qui a des capacités, on aime bien voir ça sous l'angle folklorique, avec les fakirs et tous ces... Voilà, mais c'est un pays qui est très en pointe du niveau technologique, avec des gens de grande qualité, déjà des diplomates de grande qualité, j'ai déjà évoqué, mais au niveau des sciences, de la recherche, dans le domaine des sciences informatiques, etc., dans la recherche logicielle, on a un pays qui a un avenir absolument fantastique et qui est sans doute la deuxième plus grande puissance en devenir après la Chine et qui dans quelques années aura sans aucun doute dépassé les États-Unis. Ne serait-ce déjà que par leur capacité humaine à produire des ingénieurs, des scientifiques et des gens de très haute valeur. Donc, pour les pays d'Afrique, notamment, où j'ai été, eux voient l'Asie comme étant leur prochain partenaire.
Et l'Europe, pour eux, c'est tempi passati. On leur a apporté plutôt de la désolation, on leur a apporté le mépris que les Occidentaux ont des Africains, on leur a apporté des guerres, on leur a apporté de la déstabilisation. Quand j'allais au Mali, j'allais relativement régulièrement au Mali dans le cadre de mes fonctions. Chaque fois, les gens me rappelaient, c'était après la guerre en Libye, chaque fois, les gens me rappelaient, ils me disaient, de l'insécurité, mais ça, c'est à cause des Français qui ont complètement déstabilisé la région en éliminant Kadhafi. Et, et là aussi, quand vous regardez les justifications de Sarkozy, Bernard-Henri Lévy, etc., j'entends vous apercevez que c'est des gens qui avaient absolument aucune connaissance de la zone. J'entends, ils jouaient avec des images d'Épinal, avec leurs propres fantasmes sur la manière dont la Libye était dirigée, etc. Et puis, en déstabilisant le pays, ils ont satisfait leurs propres fantasmes. C'est tout. Point barre, mais il n'y a aucune réflexion humaniste là derrière, il n'y a aucune réflexion intelligente, il n'y a aucune réflexion basée sur la connaissance des peuples, de la manière dont ils fonctionnent, du système tribal qui était au cœur du système politique libyen, etc., etc., etc. Et par conséquent, on a déstabilisé des pays qui n'avaient aucune nécessité de déstabiliser. Et en déstabilisant la Libye, on a déstabilisé toute une région et aujourd'hui, on en paye le prix. Les pays africains s'aperçoivent parfaitement, ils ne sont pas stupides. Contrairement à ce que disait Joseph Borrell, qui pensait que les Africains n'étaient pas capables de comprendre les situations en Ukraine, etc. Attends, c'est un véritable demeuré. Et c'était le chef, je rappelle, de la diplomatie européenne jusqu'à il y a peu. Donc, on a des gens avec des capacités intellectuelles minables qui ne sont incapables de comprendre et qui probablement sont même jamais sortis de leur trou pour aller voir comment vivent et comment comprennent parler même aux gens qui sont en Afrique. L'Afrique, c'est l'Afrique, elle fonctionne avec des modes de fonctionnement qui nous sont parfois un peu difficile à comprendre, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'élites qui comprennent très bien la situation. Il y a des gens qui sont remarquables, qui comprennent parfaitement la situation qu'on a en Europe, qui la connaissent parfois beaucoup mieux que nous parce qu'ils la voient avec un peu de distance, ils la voient de manière non partisane, parce qu'ils ont la capacité de la distance géographique déjà, et capacité de comprendre les situations, qui est beaucoup plus grande que chez nous, bien souvent. Et penser que les Africains sont incapables de comprendre la situation est une vision un peu simplificatrice, simpliste même du monde. Mais c'est le chef de la diplomatie européenne qui voit ça comme ça. Vous voyez, et ça vous montre le problème qu'on a en Europe à avoir une lecture de ce que pense l'Afrique. Donc c'est comme ça qu'on voit l'Afrique. Donc eux, aujourd'hui, ils disent, c'est comme ça que vous nous voyez, bon, terminé. Alors, on ne s'occupe plus de vous, maintenant, vous euh, vous remballez vos affaires et vous retournez chez vous, on ne vous veut plus, et puis on préfère des gens de Wagner, on préfère des gens comme ça, parce que eux, ils disent ce qu'ils font, ils font ce qu'ils disent, alors que vous ne le faites pas. Et voilà. Et donc, on est un peu dans cette situation. Donc, ça, c'est une situation intéressante. Cet événement a montré. Et puis, alors, l'Ukraine, du coup, le problème de l'Ukraine, je vous rappelle qu'au début de la crise ukrainienne, enfin, au début de l'intervention russe, lorsqu'il y a eu les premières des décisions de l'Assemblée générale pour condamner l'intervention russe, il y avait à peu près 145 pays sur l'ensemble de la planète qui étaient d'accord pour condamner l'intervention russe. Quand vous regardez à l'issue des événements de Bürgenstock, pas des événements de la conférence de Bürgenstock, eh bien, le nombre de pays qui a soutenu le communiqué final, eh bien, c'est 76 ou 78. Donc, on a déjà réduit de moitié le nombre de gens qui soutiennent la position ukrainienne. Et on voit que le Sud global comprend de plus en plus que cette affaire de guerre en Ukraine est une affaire qui est finalement une affaire
très occidentale et qu'ils n'ont aucun intérêt à avoir la même position que les Occidentaux. Et d'ailleurs, on constate aussi que pour avoir le vote de ces pays à l'Assemblée générale des Nations unies, il y a eu des pressions énormes exercées par les pays occidentaux, par la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, bien sûr, mais d'autres pays aussi, hein, comme le nôtre, qui ont fait des pressions sur certains diplomates pour qu'ils alignent leur vote sur les Occidentaux. Euh, et tout ça, finalement, montre, dans le fond, une très grande insécurité des Occidentaux par rapport à ça. Quand tu es obligé de pousser les gens à aller voter dans le sens, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne joue pas et que le fruit est un peu pourri. Alors, ces pays ne pouvaient peut-être pas, ils n'étaient pas en mesure de répondre à ça ou de résister à ça. Aujourd'hui, il y a des champions. Il y a la Chine, il y a la Russie qui tient tête à l'Occident, il y a ces grands pays, l'Inde aussi, qui tient tête aux Occidentaux et qui montrent que ben, eux, ils ont de ce côté, de ce point de vue-là, ils ont des alliés. Donc on a vraiment le monde qui se sépare entre une petite coterie de pays occidentaux, européens et nord-américains qui forment cette petite coterie, puis le reste du monde qui commence à comprendre que sa prospérité n'est plus liée à la prospérité des Occidentaux, mais elle est liée à la prospérité des pays, notamment de l'Asie.